Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est plutôt en tant que président des CARIFOREF qu'en tant qu'enseignant que je suis là pour parler de la VE avec vous ce matin. C'est aussi un petit peu parce que j'étais auprès de la secrétaire d'État, j'étais son directeur de cabinet au moment où cette loi a été votée il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc on me demande régulièrement de venir témoigner sur les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée. Et on me demande aussi, bien évidemment, de jeter un regard rétrospectif pour savoir ce qui s'est passé depuis, si effectivement la loi a tenu ses promesses. La question qu'on me pose souvent est celle-là, la loi a-t-elle tenu ses promesses? Alors déjà, une première façon de considérer qu'elle a tenu ses promesses, c'est de voir le nombre d'endroits en France où, depuis le début de l'année, on fête les 10 ans de la VAE. Alors ça m'a valu depuis quelques mois de faire une sorte de petit tour de France. C'est Angers qui a ouvert la marche et c'est Rouen qui, en quelque sorte, termine la marche. Mais entre-temps, j'ai été à Toulon, à Marseille, à Limoges, à Rennes, etc., etc. Et donc, à chaque fois, ce que je constate, c'est que quand on monte une journée, une demi-journée sur ce thème-là, il y a à la fois une assistance très nombreuse et, je crois, un certain enthousiasme vis-à-vis de cette loi. Au fond, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle continue un petit peu à fasciner, même si parfois, le direct vient de souligner, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est vrai que c'est un objet un petit peu étrange, la VAE, j'allais dire peut-être un petit peu incongru dans une société où la représentation collective que nous nous faisons de ce qu'est un diplôme, un titre, c'est d'abord la sanction positive d'un parcours réussi en formation. Et puis là, tout à coup, une loi vient dire, mais non, un diplôme, un titre professionnel, c'est d'abord un gage d'aptitude, de compétences et de connaissances par rapport à un champ professionnel, quelles que soient les voies qui y conduisent. La formation, bien sûr, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit continue, mais aussi ce qui a été acquis à travers l'expérience. Car au fond, si on voulait caractériser ce qui véritablement introduit un changement, une rupture avec la loi de 2002, c'est tout simplement ça. Ça n'est pas écrit comme ça dans la loi, mais c'est sous-jacent à l'ensemble du texte de loi. Une certification est d'abord un signal sur le marché du travail, je le répète, d'aptitude, de compétences et de connaissances par rapport à un champ professionnel, indépendamment de la voie qui y conduit. Alors, dans d'autres pays, dans d'autres contextes nationaux, cette affirmation-là poserait moins de problèmes. Dans un pays comme le nôtre, c'est vrai que ça pose problème. Ça a posé problème. C'est d'ailleurs une des intuitions qui a présidé à toutes les discussions qui ont elles-mêmes précédé l'adoption de la loi par le Parlement. Un certain nombre de gens avaient le sentiment que dans notre système français, le poids des diplômes sur la destinée professionnelle et à travers la destinée professionnelle sur la destinée sociale est beaucoup plus important qu'ailleurs. C'est tout à fait, on peut tout à fait le vérifier statistiquement, les enquêtes internationales le montrent. Ça a toute une série de conséquences que nous n'avons peut-être pas encore tout à fait mesurées. C'est vrai que d'une certaine manière, en France, aux alentours de 22, 24 ans, on a été le plus loin possible dans des formations de préférence les plus prestigieuses possibles, c'est-à-dire souvent celles qui sélectionnent de la manière la plus académique possible. Et à l'issue de ce cursus honorum, ceux qui en sont sortis par le haut se voient réserver le meilleur accès à l'emploi et les carrières les plus brillantes. Et pour les autres, ceux qui en sortent par la petite porte, les 140 000 jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif, il y a énormément de difficultés dans la suite de sa carrière à rejouer en quelque sorte sa place et à pouvoir effectivement s'assurer une réelle progression professionnelle. Nous sommes dans une société où beaucoup de choses se sont jouées aux alentours de 22 ou 24 ans quand on est sorti du système éducatif et sur des bases qui sont des bases de sélection d'un système scolaire qui est au fond fondamentalement attaché à l'idée qu'il est là pour sélectionner, certes pour délivrer des connaissances aussi, mais qui fonctionne sur une base qui est une base principalement sélective. C'est vraiment une des intuitions qui a présidé à l'adoption de la loi, faire en sorte qu'il y ait, je vais le dire un peu autrement, qu'il y ait égale dignité
à des savoirs qui ont été construits, des connaissances qui ont été construites à travers l'action et pas simplement à travers la formation formelle dans ce système très sélectif sur des bases principalement académiques. Je disais qu'il y avait de nombreuses conséquences de ça. Une conséquence qui n'est pas toujours perçue, c'est que en France, il est très difficile de rentrer dans un mécanisme qu'on appelle parfois de deuxième chance. Je n'aime pas d'ailleurs tellement cette expression parce que voilà, vous avez essayé de jouer une fois, vous avez raté, alors vous avez une sorte de compensation, vous allez pouvoir jouer, essayer de jouer une deuxième fois. En réalité, même à ceux à qui on est censé donner une deuxième chance, n'ont pas toujours les circonstances favorables pour pouvoir la saisir, cette deuxième chance. Si on regarde par exemple l'ensemble des pays de l'OCDE, nous sommes tout à fait en bas du tableau. Je crois que nous sommes l'avant-dernier pays en termes de taux de participation à des parcours de formation continue longs débouchant sur une vraie reconnaissance, une qualification, un titre ou un diplôme. Parce qu'au fond, le poids, la symbolique de ce qui a été obtenu en formation initiale est tellement forte qu'on a l'impression que les diplômes obtenus par la suite, c'est comme s'ils avaient moindre valeur en quelque sorte. Voilà, donc il y avait là une intuition tout à fait importante au moment où la loi a été mise en discussion, elle était préparée. Il y en avait une autre qui est importante de souligner, c'est que je pense que nous étions en train de prendre conscience que s'engager dans un parcours de formation continue, s'engager dans un parcours de progression professionnelle, précisément, ça passait par un parcours parfois un peu chaotique, et non pas par cette forme ancienne, qui garde en partie son sens d'ailleurs, mais qui, du point de vue numérique en tout cas, est moins représentatif aujourd'hui, cette forme qui consistait autrefois à sortir de sa situation de travail, à partir dans un parcours de formation long, pendant 1 an, 2 ans, parfois plus. S'il s'agissait d'un parcours fait au Conservatoire national des arts et métiers en cours du soir, parfois ça durait beaucoup plus que ça. Et puis enfin, obtenir le parchemin qui allait permettre de débloquer une progression de carrière. Au fond, tous ces mécanismes de promotion sociale dont on peut faire remonter l'histoire assez loin, mais je pense notamment à la loi Debré à la fin des années 50 qui avait mis en place, aidé à la mise en place de ce type de dispositif-là. Alors, une fois de plus, je ne dis pas que des parcours de ce type n'ont pas de sens, bien sûr, mais ils sont de plus en plus compliqués à vivre. Prendre sa petite valise en carton, traverser la France, aller s'installer dans un centre de formation auquel on revient chaque lundi pour en repartir chaque vendredi, y compris du point de vue des rythmes familiaux, c'est de plus en plus difficile. Et puis, au fond, ceux qui obtiennent un diplôme après un tel effort long, etc., sont souvent mis en concurrence avec des gens plus jeunes qui ont obtenu leur diplôme en formation initiale et le résultat n'est pas nécessairement à la hauteur de l'effort qui a été accompli. En revanche, on voit très bien comment des parcours de progression professionnelle se construisent avec des allers-retours, des choses qui ont été apprises en situation de travail, la nécessité à un moment donné d'apprendre des connaissances plus formelles, donc un stage, pas nécessairement très long, un retour vers la situation de travail, etc., etc. C'est bien souvent comme ça que se construisent des parcours de progression professionnelle, et ce d'autant plus que de plus en plus nous sommes amenés dans la vie professionnelle à connaître des ruptures, des accidents de parcours, et ces accidents de parcours sont au fond l'occasion aussi peut-être de revenir vers la formation et d'accumuler à nouveau des savoirs et des savoir-faire qui sont utiles professionnellement. Quand je dis que c'est une des intuitions qui a présidé à l'adoption de la loi, ça me remet en mémoire ce que disait Francis Maire, qui par la suite a été ministre de l'économie, mais qui à l'époque était PDG d'Usinor Sacilor, et c'est lui qui conduisait la délégation patronale lors de la tentative de négociation d'un accord sur la formation professionnelle qui a eu lieu aux alentours de l'année 2001. Négociation qui, comme vous le savez, a échoué. Mais un jour, Francis Maire s'est exprimé dans la presse en disant, à peu de choses près, on ne peut plus aujourd'hui garantir une pérennité du lien d'emploi, une stabilité dans la même entreprise tout au long de la vie. Bien sûr, ça arrive, il y a quelques grandes entreprises françaises chez qui des parcours de ce type sont possibles, mais ils sont exceptionnels. L'horizon que nous avions dans les années 60-70, qui étaient effectivement ces parcours un peu linéaires à l'intérieur de la même entreprise, ont laissé place évidemment à des parcours beaucoup plus hachés, compte tenu du fait que les entreprises grossissent, certaines disparaissent, etc., etc. En admettant même qu'on reste dans la même entreprise,
la probabilité, disait Francis Maire, qu'on change de métier à l'intérieur de la même entreprise est très forte, parce que les technologies changent très vite, parce que les organisations du travail elles-mêmes changent, et donc les beaux parcours bien classiques, P1, P2, P3, voilà, on passe du CAP petit à petit au parcours, un parcours qui vous mène à technicien supérieur, parce qu'on est toujours dans la même filière de l'usinage du métal ou de la comptabilité, etc. Ces parcours-là laissent place à des parcours beaucoup plus chaotiques, où on apprend un métier, on élargit petit à petit ses compétences à d'autres domaines, etc. Dès lors que le marché du travail se présente de cette façon-là, alors il y a un élément d'insécurité pour chacun. Et une façon de compenser cette insécurité, c'est de faire en sorte que les compétences acquises, en particulier en situation de travail, soient reconnues. Pour qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles soient validées. Et donc le fait que du côté patronal, on ait reconnu cette nécessité, je crois, a beaucoup aidé à l'adoption de la loi. Voilà, puis j'ajouterais volontiers à titre personnel que j'avais travaillé avant d'exercer les fonctions auprès de la secrétaire d'État, auprès de Nicole Perry. J'avais travaillé assez longtemps à l'Agence nationale pour l'emploi et j'avais toujours été frappé de cette difficulté qu'il y avait pour des gens qui avaient 40, 45 ans, qui connaissaient un licenciement. Leur difficulté lorsqu'elles se présentaient devant un employeur et qu'elles n'avaient pas les diplômes. C'est ce que vous avez dit d'une certaine manière, la présidente, tout à l'heure. Une personne qui, par exemple, à 45 ans, avait fait un très beau parcours, s'était retrouvée assistante de direction, était tout à fait reconnue dans ses fonctions dans l'entreprise, et puis l'entreprise a des difficultés économiques, elle est licenciée, elle recherche un nouvel emploi, sur son CV, qu'est-ce qu'elle pouvait mettre? CAP, sténo, dactylo. Et elle avait en face d'elle des jeunes avec des BTS, puisque c'est devenu un peu le diplôme de référence sur les métiers du secrétariat. Finalement, y compris dans les entreprises, on avait du mal à reconnaître les compétences de cette personne dès lors qu'elle n'avait pas le diplôme nécessaire. Voilà, alors nous sommes engagés dans la réflexion sur cette loi et au fond, la voie que la France a choisie, je tiens à le souligner, est une voie qui est très singulière par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avions d'ailleurs plusieurs voies possibles et il y a eu des hésitations. Je me souviens très bien avoir participé à des groupes de travail, notamment à l'intérieur de la délégation de l'emploi et la formation professionnelle, où d'autres pistes avaient été explorées, notamment dans la foulée du rapport qu'avait écrit Michel de Virville pour le ministre du Travail de l'époque, qui s'appelait Jacques Barrot. Cette autre piste, par exemple, aurait consisté à s'inspirer du modèle qui avait été monté en Angleterre, et ce modèle consistait à décrire des qualifications, les National Vocational Qualifications, et ces qualifications décrites en termes de compétences de manière assez simple, un document assez bref. Il faut d'ailleurs entendre le mot compétence comme souvent l'entendent les Anglais. Il s'agissait plus de performance, de capacité à faire dans telle ou telle situation que de compétences comme nous l'entendons nous, comme une série d'aptitudes déclinables dans une série de situations. Et parallèlement à l'écriture à la description de ces qualifications, les Anglais avaient commencé à mettre sur pied dès cette époque des centres de validation, des assessment centers, dans lesquels un individu pouvait se présenter et puis subir quelques épreuves, mais aussi établir un dossier avec les preuves de ses compétences et obtenir une de ces NVQs qui constituait un signal sur le marché du travail. Finalement, nous avons pris une autre voie, tout à fait osée, consistant à dire que tout titre ou diplôme, dès lors qu'il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, est réputé accessible aussi bien par la formation initiale que par la formation continue et que par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Nous sommes pratiquement le seul pays au monde à avoir fait ce choix. Ça peut vous surprendre. Alors la raison, je l'ai au fond expliqué tout à l'heure, compte tenu du poids qu'ont les diplômes dans les représentations collectives et dans les pratiques sociales, créer une autre monnaie, si j'ose dire à côté, un autre système de référence en matière de qualification, ça avait toutes les chances que cette deuxième monnaie soit considérée comme une monnaie de second ordre. Et donc, si on voulait vraiment qu'il y ait égale dignité entre les connaissances, compétences et aptitudes construites en situation de travail et celles construites à travers la formation, il était préférable de choisir cette deuxième voie. On l'a fait d'autant plus aisément que, avant la loi de 2002, il y avait eu en quelque sorte des précédents. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire de ces dispositifs, mais souvenons-nous qu'au milieu des années 30, la France adopte un dispositif qui existe toujours, d'ailleurs, on l'oublie, mais il existe toujours, d'ingénieurs diplômés par l'État,
qui permet à quelqu'un qui a occupé des fonctions d'ingénieur, qui est un ingénieur monté par le rang, comme on le disait autrefois, formé sur le tas, d'obtenir cette reconnaissance en établissant une sorte de dossier de preuve, une sorte de mémoire professionnelle et en soutenant ce mémoire professionnel devant un jury. Et on adopte cette loi, comme par hasard, à peu près au même moment où se crée la commission du titre d'ingénieur, c'est-à-dire un système qui va réguler la délivrance du titre d'ingénieur. D'un côté, on régule collectivement, on veut éviter que n'importe quelle école qui se crée dans un coin puisse délivrer le titre d'ingénieur, donc ne pourront délivrer le titre d'ingénieur que des écoles qui ont obtenu l'agrément, l'habilitation de la commission du titre d'ingénieur, et on a conscience en même temps que la grande majorité des ingénieurs français sont des gens montés par le rang, donc pour qu'ils puissent accéder eux aussi à cette forme de reconnaissance, on crée le dispositif d'ingénieur diplômé par l'État. Voilà, c'est d'ailleurs le CNAM qui avait pris l'initiative de ce dispositif. Il y a eu malheureusement peu de travaux d'historiens, mais je pense que certains sont engagés maintenant et je pense que c'est un dispositif tout à fait passionnant. Et puis vous le savez, il y a eu aussi ce qu'on a appelé la VAP 85, validation des acquis professionnels 85, permettant de rentrer dans un cycle de formation dans l'enseignement supérieur sans avoir les diplômes préalablement requis. Donc on ne délivre rien, mais en quelque sorte on dispense des diplômes préalablement requis. Et si la scolarité, le parcours est suivi avec succès, alors à ce moment-là, on obtient un diplôme. Ce dispositif n'a pas été annulé en quelque sorte par la loi de 2002. Et puis il y a eu l'expérience de la VAP 92, tout à fait importante, où l'éducation nationale, pour l'éducation nationale, pour tous les diplômes de l'éducation nationale, enseignement secondaire ou enseignement supérieur, il y avait la possibilité d'obtenir la quasi-totalité d'un diplôme délivré par l'éducation nationale par la voie de la validation des acquis professionnels. Alors on sait quel changement, je n'y reviens pas longuement parce que vous êtes maintenant tous familiers des textes, quel changement la loi de 2002 a introduit. En particulier, on a remplacé le P par le E, c'est-à-dire que l'expérience en dehors du cadre professionnel est maintenant prise en compte, la durée de l'expérience a été réduite, et puis surtout parce que c'est à mon sens ça le plus important, autant la loi de la VAP 92 disait on pourra dispenser de toutes les épreuves, sauf une, parce qu'on se faisait peur, si on n'a pas vu le candidat au moins une fois dans une posture classique d'une bonne copie à rédiger ou d'un entretien avec un groupe d'enseignants, c'est pas sérieux, quoi. Bon, voilà, donc on avait dit on peut dispenser toutes les épreuves sauf une. Mais le mot est important, dispenser deux. On était encore dans une voie dérogatoire. Alors que je pense qu'avec la loi de 2002, on n'est plus dans une voie dérogatoire, il y a véritablement reconnaissance de la même valeur, quelles que soient les modalités sur lesquelles on a acquis les connaissances, compétences et aptitudes. Et puis ne l'oublions pas, un des changements importants de la loi de 2002, c'est aussi l'instauration de la CNCP, la Commission nationale de la certification professionnelle, qui vient remplacer la Commission technique d'homologation, avec ce souci au fond d'avoir une meilleure régulation du système de certification professionnelle en France. Alors j'en dis un mot tout de suite, l'ambition était sans doute très forte. Trop forte, parce que quand on regarde le nombre de titres de diplômes qui existent en France, on peut considérer qu'on n'a pas atteint, par exemple, la lisibilité qu'on aurait souhaité au moment de l'adoption de la loi. Il y a à peu près, si on fait un recensement à peu près complet, 15 000 titres, diplômes, certificats de qualification professionnelle en France, ce qui est beaucoup. Bien évidemment, c'est surtout dans l'enseignement supérieur, puisqu'on crée beaucoup de masters, master pro, master recherche, etc. Et donc, il y a un peu d'inflation de ce côté-là. Mais si vous prenez par exemple des domaines un peu précis, je pense à un domaine que je connais assez bien, qui est le domaine des ressources humaines, il doit y avoir, je crois, plus de 350 diplômes et titres différents en matière de gestion des ressources humaines. On aurait pu espérer qu'avec l'instauration de la commission technique d'homologation, on allait créer des parcours communs, des passerelles, des formes de reconnaissance réciproque. Ça s'est fait, mais avec une très très grande timidité. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, à la suite du rapport du groupe de travail que j'avais animé à la demande de Laurent Wauquiez, on a fait un pas, les gens l'ignorent souvent, mais on a fait un pas de plus dans ce domaine, puisque théoriquement, aujourd'hui, tout organisme qui crée un titre ou un diplôme, fût-ce une université, l'éducation nationale, etc., devrait d'abord écrire un rapport d'opportunité pour montrer la pertinence de la création de ce titre et envoyer ce rapport d'opportunité à la Commission nationale de la certification professionnelle qui a la capacité de donner un avis, et notamment
évidemment de dire c'est bien gentil, mais rapprochez-vous de ceux qui délivrent des diplômes sensiblement identiques, montrez qu'il y a des socles de compétences et de connaissances qui sont communs à l'ensemble de ces diplômes pour faciliter cette lisibilité. Nous n'en sommes pas tout à fait là, et c'est évidemment un petit peu regrettable. Alors je ferme cette parenthèse sur la création de la CNCP, ou plus exactement, avant de la refermer complètement, je voudrais signaler que un des effets très positifs de la loi, et là encore qui n'est pas évident pour tout le monde, ça a été d'obliger tous ceux qui délivrent des certifications à écrire leur diplôme, ce qu'on appelle leur référentiel, dans des termes qui soient compatibles avec la loi. Alors méthodologiquement, je ne peux pas m'étendre là-dessus, vous savez que c'est un peu compliqué, mais au fond, qu'est-ce qui caractérisait fondamentalement un diplôme avant la loi 2002? Des contenus de connaissances organisés selon des programmes, des matières et des disciplines. À partir du moment où on rentre dans la logique de la VAE, bien sûr, ça n'interdit absolument pas qu'on décrive ces contenus de manière systématique, surtout pour les gens qui sont en formation initiale, mais en même temps, le diplôme lui-même, le titre lui-même, doit être exprimé en termes d'aptitude, de connaissances et de compétences au regard d'un champ d'activité professionnelle. Alors, l'éducation nationale dans l'enseignement secondaire avait déjà fait des efforts considérables dans ce domaine. Beaucoup de diplômes étaient déjà écrits dans ce langage-là, en quelque sorte. Mais il a fallu que l'enseignement supérieur s'y mette. Il a fallu que les organismes privés, consulaires, etc., qui avaient des référentiels qui étaient un peu écrits à l'ancienne, se mettent à cette forme d'écriture. Et bien évidemment, ça interpelle, y compris le monde enseignant. Parce que tout à coup, vous dites, mais c'est pas le tout d'enseigner des connaissances de manière très académique, très structurée, faire d'excellents cours magistraux. Encore faut-il que, quelque part, les personnes sachent à quoi va servir les connaissances qu'on leur donne. Quelque part, je pense au degré d'autonomie que peut donner face à une situation, à l'intelligence d'une situation que peut avoir une personne qui a assimilé les connaissances que j'ai en tête. Voilà. Alors, ayant eu moi-même l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec des universités qui avaient se lancer dans cet exercice de réécriture, je dirais même aussi, en ayant eu à le faire parfois avec mes collègues du CNAM, je vois à quel point la loi de 2002 bouleverse les pratiques et les mentalités, parce que c'est pas évident du tout pour un enseignant. Pour certains, oui d'ailleurs, mais pour d'autres, c'est extrêmement compliqué. Demander à un prof de physique d'exprimer le contenu de ses cours en termes d'aptitude et de compétences par un champ professionnel, il vous dit tout de suite, moi je ne sais pas faire, je connais une progression pédagogique, le contenu de mon cours, et c'est tout. En tout cas, n'oublions pas que, au moment où cette loi est préparée, et même si elle a été adoptée, je le rappelle systématiquement à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ça n'allait pas de soi du tout. Ça a suscité, la présidente le rappelait tout à l'heure, un certain nombre de réticences. J'allais même dire qu'on nous a annoncé toute une série de catastrophes. La première d'entre elles étant, ça ne marchera jamais. Bon, alors on va y revenir parce que, comme l'a dit le direct tout à l'heure, ça ne marche peut-être pas si bien que ça. Mais on nous a dit, au fond, regardez ce qui s'est passé avec la VAP 92. Au moment où on a préparé la loi, il y avait 500 diplômes délivrés par an à travers la VAP 92, c'était extrêmement peu, donc ne vous lancez pas là-dedans, c'est pas la peine de refaire une nouvelle loi, vous voyez bien, ça ne marche pas. Et puis il y avait d'autres catastrophes annoncées. On nous a dit par exemple, vous voyez bien, vous allez décourager, dissuader les gens de se former. Or, la formation en soi, c'est bon. Pas moi qui dirais le contraire, parce que je suis prof, donc je ne vais pas vider les amphithéâtres. Et c'est vrai qu'à certains moments, nous avons absolument besoin de nous confronter à une pensée plus structurée, de recevoir des enseignements méthodes, plutôt que de tout découvrir par essai-erreur, par tâtonnement successif. Et donc se former, on ne va pas dire que c'est inutile, loin de là. Alors on nous a dit, la VAE, vous voyez bien, vous allez donner l'espoir aux gens qui peuvent obtenir le diplôme sans cette exigence, cette rigueur qui est nécessaire parfois dans les processus d'apprentissage. On nous a dit aussi, finalement, en délivrant les diplômes de cette façon, vous allez les dévaloriser. Quelque part, si on obtient comme ça, de façon, on ne le disait pas comme ça exactement, encore que parfois, ça s'est même exprimé directement dans ces termes-là, mais de façon un petit peu démagogique, quoi. Du même coup, vous allez dévaloriser les diplômes. Or, pour tous ceux qui ont un diplôme, justement, la valeur distinctive du diplôme est extrêmement importante, donc pourquoi dévaloriser les diplômes ? Et puis enfin, il y avait plein de catastrophes annoncées, je me limite à celle-là, mais autre catastrophe annoncée régulièrement, les salariés qui vont obtenir
un titre, un diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, ils vont immédiatement demander des augmentations de salaire ou ils vont quitter l'entreprise parce qu'ils vont essayer d'aller valoriser leur diplôme ailleurs et donc, quelque part, les entreprises n'auront jamais envie de se lancer dans des opérations de ce type et d'encourager la validation des acquis de l'expérience pour leurs propres salariés. Or, ce qui est intéressant, c'est que non seulement aucune de ces catastrophes annoncées a eu lieu, mais que nous constatons petit à petit qu'il y a plein d'avantages, j'allais dire collatéraux, à la VE qui n'avaient pas forcément été mesurés au moment de l'adoption de la loi. Catastrophes annoncées qui n'ont pas eu lieu. D'abord, décourager les gens de se former. Il y a ici beaucoup de praticiens de la VAE, vous le savez. Les gens qui passent en VAE sont des gens qui, dans la plupart des cas, ont envie de continuer. Nous sommes dans un système de formation continue qui souvent est plutôt de nature prescriptive. Tu n'es pas compétent, va te former. Aller en formation dans ces conditions-là, ce n'est pas particulièrement motivant. S'il y a bien un précepte qui vaut en matière de formation, c'est qu'on n'apprend pas sans désir d'apprendre. Le désir d'apprendre, on le retrouve d'autant plus volontiers qu'il y a d'abord un processus de réassurance, de reconstruction de l'image de soi. Mon collègue et ami André Chauvet en parlera beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux que moi cet après-midi. Mais je pense que c'est quelque chose que nous constatons tous. Quand on s'engage dans la voie de la validation des acquis de l'expérience, c'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin qui, petit à petit, modifie l'image de soi, redonne confiance en soi, fait prendre conscience qu'il y a toute une série de choses qu'on savait dont on n'avait pas vraiment pris la mesure, et dès lors qu'on en prend la mesure, on a envie de continuer à progresser, on a envie d'aller plus loin, et bien souvent, on s'engage après une VAE dans un parcours complémentaire de formation. Donc, loin de dissuader les gens de se former, la VAE a plutôt incité les gens à s'engager dans des parcours de formation. On va dévaloriser les diplômes, ne serait-ce que parce qu'on va les donner dans des conditions un petit peu démagogiques, on va donner des diplômes à n'importe qui. En réalité, ce qui me revient de partout, c'est que le dispositif de VAE est particulièrement exigeant, peut-être même trop exigeant, et que de ce fait, nous ne sommes pas du tout dans on donne le diplôme à n'importe qui, mais on le donne dans des conditions qui sont souvent particulièrement restrictives. Alors ça se comprend pour des tas de raisons, mais on voit bien en particulier que, pour ne prendre que cette dimension-là, l'obtention d'un diplôme par la VAE suppose que sur l'ensemble des registres, j'allais dire, du référentiel, vous puissiez être en capacité de faire la preuve que vous avez non seulement réalisé des choses, mais pris une distance par rapport à cette activité concrète, que vous avez été capable d'expliciter un certain nombre de choses, et qu'à partir de là, vous avez couvré la totalité des exigences nécessaires pour occuper le type d'emploi visé par le diplôme. Si vous êtes en formation initiale, en formation continue, vous pouvez jouer sur des notes compensées. Et donc, le degré d'exigence de ce point de vue-là est moindre. Voilà au moins un exemple, mais je pourrais en citer plein, qui montre que les conditions de délivrance aujourd'hui d'un diplôme, d'un titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont loin d'être démagogiques. Et d'ailleurs, ça aboutit peut-être à des changements de posture. Tout de suite après l'adoption de la loi, on voyait un certain nombre d'employeurs qui disaient « Ah oui, il a obtenu son diplôme, mais quand ? Ah oui, mais il avait 35 ans. Ah oui, c'est par la VE. » Donc, sous-entendu, ça ne vaut rien. Petit à petit, on voit des comportements changer, voire même s'inverser. Il a obtenu son diplôme. Ah, et en plus, il a obtenu par la validation des acquis de l'expérience. C'est particulièrement méritant. Ça veut dire que quelque part, ceux qui ont accompagné tout ce processus, les accompagnateurs, les points relais conseils, les jurys, etc., se sont montrés sans doute particulièrement précautionneux. Et sans doute fallait-il l'être au départ, ne serait-ce que pour justement que le dispositif de VAE ne soit pas accusé d'être un dispositif démagogique où on donne le diplôme à n'importe qui. On a peut-être été trop loin dans ce sens et aujourd'hui, le degré d'exigence est sans doute un peu trop élevé, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, et puis tout le monde va demander des augmentations de salaire, etc. Donc c'est un dispositif qui risque d'être particulièrement inflationniste. Bon. Là encore, dans les entreprises qui s'y sont lancées, ou dans les branches professionnelles qui ont soutenu ces démarches, il y a eu peu de revendications d'automaticité entre l'obtention du diplôme et les augmentations de salaire. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont obtenu un diplôme par la voie de la VAE ne s'attendent pas à une progression professionnelle. C'est tout à fait naturel. Et bien souvent, ceux qui ont fait cet effort-là, on leur aménage effectivement un parcours de progression dans l'entreprise. Mais l'idée d'automaticité est une idée qui, par exemple, n'a jamais été vraiment soutenue par les organisations syndicales. Parce qu'après tout, elle a sa contrepartie. Dès lors qu'on dit celui qui a obtenu un diplôme a automatiquement une augmentation de salaire, ça veut presque dire aussi que celui qui n'a pas le diplôme n'aura pas d'augmentation de salaire. Et quelque part, du point de vue des organisations syndicales, c'est un discours qui est difficile à tenir. En tout cas, il n'y a pas eu d'effet massif de ce point de vue-là.
Et il n'y a pas eu non plus de départ massif des entreprises qui ont favorisé les parcours en VE. Au contraire même, bien souvent, des entreprises d'aujourd'hui s'en servent comme un élément de fidélisation de leur main-d'œuvre. Parce qu'après tout, réussir ensemble, faire en sorte que l'entreprise valorise un de ses salariés, mais se valorise aussi elle-même parce qu'elle montre que ses salariés construisent des compétences et des qualifications en situation de travail. Et pour le salarié lui-même, se dire mais si j'ai obtenu ce résultat, si ça m'a été reconnu, c'est quelque part aussi parce que l'entreprise m'a permis de construire ses compétences, eh bien tout ça, ça fidélise plutôt la main-d'œuvre que ça ne l'incite à quitter l'entreprise. Alors effectivement, à côté, il y a eu des tas d'avantages collatéraux. Si ces catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu, il y a eu des tas d'avantages collatéraux. Je les ai cités, je ne m'y attarde pas longuement. La réécriture des référentiels, le fait que petit à petit, des personnes qui avaient le sentiment qu'elles étaient totalement bloquées dans leur carrière ont repris confiance en elles et se sont engagées dans des parcours de progression professionnelle, le fait que petit à petit, dans des entreprises, on redécouvre que des situations de travail peuvent être apprenantes et qu'on est beaucoup plus attentif aux circonstances dans lesquelles un individu progresse à travers le déroulement de son activité professionnelle, tout ça, ce sont des choses qui sont en quelque sorte portées par la validation des acquis de l'expérience. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour lesquelles la VE fascine. Je le disais tout à l'heure, et c'est un objet un peu étrange qui est au fond un peu incongru dans la culture française, et en même temps on voit bien que c'est un vecteur de changement extrêmement important, non pas simplement du point de vue du système éducatif, du rapport que nous avons à l'acte de se former, mais aussi un vecteur de changement à l'intérieur des entreprises parce que ça favorise la reconnaissance, ça favorise la prise en compte du développement des compétences en situation de travail. Donc c'est un levier de changement important qui va à l'encontre de bien des pratiques. Vous y reviendrez puisqu'il y a cet après-midi, je crois, une table ronde avec des cas d'entreprise qui seront évoqués. Mais moi, ça me frappe à chaque fois qu'une entreprise soutient des démarches de validation des acquis de l'expérience, on y redécouvre l'importance de la reconnaissance. Non pas de la reconnaissance de l'individu lui-même, mais la reconnaissance de l'activité de travail qu'il effectue, de la pertinence de son activité, de l'intelligence qu'il a eue des tâches professionnelles qui lui sont confiées. Et redécouvrir cette dimension de la reconnaissance dans l'entreprise, c'est aussi de fait encourager les individus à progresser, favoriser des tas de choses, y compris le tutorat, y compris la transmission entre générations, etc. Donc c'est faire de l'entreprise une entreprise qui est une entreprise apprenante. Je crois que le cas de TCAR sera évoqué cet après-midi, donc je laisse les responsables de cette entreprise en parler directement, mais moi, ça évoque un souvenir très concret. J'ai été pendant quelques années, après le vote de la loi, conseiller du DRH de Veolia Environnement, et nous avons signé à cette époque-là un accord avec les organisations syndicales. J'ai eu la chance de participer à cette négociation et d'être en quelque sorte l'écrivain public qui essayait au fur et à mesure de traduire les débats dans le texte qui finalement a été signé. Et dans cet accord, il y avait une disposition toute simple, mais je crois tout à fait intéressante, qui disait tout salarié de Veolia Environnement, à l'époque 120 000 salariés en France, pourra, s'il le souhaite, obtenir un titre ou un diplôme en rapport avec les métiers de Veolia Environnement par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Et on allait plus loin dans cette entreprise parce qu'on disait celui qui n'obtiendra pas tout aura la possibilité de se faire financer un parcours de formation complémentaire de telle sorte qu'il aille jusqu'à l'obtention totale du diplôme. Toutes les entités de Veolia Environnement ne se sont pas emparées de ce dispositif, mais dans le secteur des transports urbains ou interurbains, c'est un dispositif qui a bien marché et indéniablement, il a permis de tirer les qualifications et les compétences vers le haut. Alors, pour terminer ce propos liminaire, cette présentation, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que, finalement, je reviens à cette question que j'évoquais au tout début de mon propos, est-ce que la loi a tenu ses promesses? Serge Leroy a eu raison de dire tout à l'heure, le compte n'y est pas tout à fait, et il faut sans doute redoubler d'efforts. Ou plus exactement, ce qu'il nous a dit, c'est que compte tenu des investissements collectifs faits pour porter ce dispositif, il y aurait quelques raisons d'être un peu déçu quand on voit le nombre de gens qui obtiennent un diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience. C'est vrai qu'au regard de la mobilisation, des gens dans les conseils, des gens qui font de l'accompagnement, de la mobilisation au niveau des certificateurs, au niveau des conseils régionaux, d'organismes comme les CARIFOREF, etc., qui se sont efforcés de porter ce dispositif avec beaucoup d'enthousiasme, je dirais parfois avec un esprit militant, on peut considérer que les objectifs sur le plan quantitatif ne sont pas tout à fait satisfaisants. Nuançons cependant, parce que si je prends par exemple les comptages faits par la DARES nous disait fin 2010, on a, depuis le vote de la loi,
à peu près 200 000 personnes qui ont obtenu un titre ou un diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Comme nous sommes, du point de vue national, sur une tendance de 30 à 35 000 titres ou diplômes délivrés par an, vous voyez que nous n'en sommes plus à 200 000, mais plutôt aux alentours de 260, 270 000. Et tout ça, ce n'est que dans le périmètre des certificateurs qui sont les certificateurs qui dépendent directement de l'État et qui remontent régulièrement des données statistiques. Il y a aussi les certificats de qualification professionnelle, des titres privés, etc. Donc nous sommes probablement à peu près 300 000 diplômes délivrés par la voie de la VAE depuis l'adoption de la loi. Ça n'est pas assez, j'en conviens. Ça n'est pas non plus rien. J'ai vu d'ailleurs des comparaisons qui me surprennent toujours un peu. Il y en avait une dans le rapport rédigé par Éric Besson qui disait potentiellement il y a 6 millions de personnes concernées par la VE. Si on a effectivement aux alentours de 35 000 diplômes délivrés par an, 60 000 personnes qui s'engagent dans une démarche de ce type, le compte n'y est pas. Monsieur Besson n'est pas forcément un grand statisticien, moi non plus d'ailleurs, mais rapporter des flux à un stock, ça ne m'a jamais paru une bonne manière de faire sur le plan statistique. Et puis d'autre part, le problème n'est pas tant de savoir si tout le public potentiellement concerné va accéder à un diplôme. Ce serait l'idéal, bien évidemment. Le problème, c'est que, comme je le dis souvent, la VE continue à faire entendre sa petite musique. C'est un changement culturel, c'est une rupture dans nos représentations collectives, c'est quelque chose qui bouscule des pratiques aussi bien dans le service public de l'emploi que dans les pratiques de gestion des ressources humaines dans les entreprises. Donc il faut qu'il y en ait numériquement pour que ça continue d'exister, mais c'est toutes les transformations des représentations collectives qui se jouent à l'occasion de la VE qui me semblent extrêmement importantes. Alors c'est vrai, je souscris au constat que faisait Serge Leroy tout à l'heure. Ça s'est développé en particulier dans le secteur du travail social, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Il y a d'autres domaines dans lesquels ça aurait tout à fait du sens. On a l'impression que ça n'a pas vraiment décollé. Quand je parlais à l'époque de l'adoption de la loi à mes anciens collègues de la NPE du projet de loi, j'étais reçu un peu fraîchement. T'es gentil avec ton truc, mais nous, on a une urgence qui est de remettre les gens dans l'emploi. Une VAE, c'est 6 mois, c'est 8 mois. Nous, on ne travaille pas dans ces délais-là. Je pense que c'est extrêmement important qu'un demandeur d'emploi, quand il a l'occasion de faire le point sur sa carrière, au moment où il vient de connaître une rupture dans sa vie professionnelle, ait l'occasion de valider ce qu'il a accumulé tout au long de sa carrière. Donc c'est très important qu'il y ait une mobilisation du service public de l'emploi, en particulier de Pôle emploi, autour de tout ça. Donc il y a certainement encore beaucoup d'efforts à faire. Mais en même temps, si on essaie d'avoir des éléments de comparaison raisonnables, au fond, on en arrive à la conclusion que s'il y a un effort à faire, ça n'est pas ridicule tout ce qui a été fait. Je tiens à le dire quand même. Un diplôme sur 3 délivré à des adultes aujourd'hui est délivré par le biais de la VAE. Là encore, je me réfère au comptage d'ARES. Ça n'est pas rien. Vous regardez le nombre de gens qui bénéficient d'un congé individuel de formation chaque année. On est aux alentours de 35 000, c'est-à-dire à peu près le nombre de gens qui obtiennent un titre ou un diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Donc nous sommes dans des ordres de grandeur qui sont ceux-là. Au fond, si ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ça n'est pas parce que la mobilisation des acteurs n'est pas suffisante. Elle existe, vous en êtes la preuve. Mais c'est aussi parce que c'est un objet incongru. C'est aussi parce que les logiques dites de promotion sociale, de progression en cours de carrière, en France, c'est quelque chose qui fonctionne mal. Donc servons-nous de la VE comme un levier de changement, faisons-en un outil pour redonner sens à ces parcours de progression en cours de carrière, d'obtention d'une qualification à l'âge adulte, etc. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas seulement avec la VE qu'on pourra changer toutes ces représentations-là. Voilà, alors un dernier mot peut-être, et puis si nous en avons un peu le temps, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Il y a une chose qui m'a toujours frappé depuis le début de la mise en œuvre de la loi, c'est que l'appropriation de ce dispositif, la manière dont les acteurs s'en servent pour en faire un levier de changement, c'est d'abord sur les territoires que ça se joue. C'est très frappant de voir que, voilà, je le disais tout à l'heure, il y a eu plein de manifestations pour souffler les 10 ans, pour souffler les bougies des 10 ans de la VAE. Il y en a eu une aussi en Ile-de-France à l'initiative du Conseil régional. À chaque fois que je vais dans une manifestation, l'initiative en revient au Conseil régional, au CARIFOREF, etc., ou à des certificateurs qui régionalement s'impliquent dans l'affaire. Les seuls à ne pas avoir pris l'initiative, c'est au niveau de l'État. La VAE, ça marche d'autant plus qu'elle permet de faire fonctionner des systèmes d'acteurs compliqués. Les financeurs, que ce soit collectivités territoriales, que ce soit les OPCA, etc., que ce soit Pôle emploi,
les gens qui sont dans les réseaux d'accueil d'information et d'orientation, les certificateurs eux-mêmes qui s'efforcent de fluidifier un petit peu le dispositif. Et donc, effectivement, c'est bien parce qu'il y a ce jeu coopératif entre les acteurs que tout à coup la VE trouve toute sa signification et qu'elle marche. Ce n'est pas un dispositif qui peut être simplement piloté nationalement, même si nous avons souffert un peu ces derniers temps d'un déficit peut-être de messages politiques autour de la VE au plus haut niveau. Mais il semble que Thierry Repentin soit très attaché à la VE et qu'il va faire tout le nécessaire pour montrer à quel point c'est un dispositif qui doit trouver toute sa place dans les politiques de formation continue, de formation des adultes en France. Voilà, donc nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais cet objet nous fascine parce qu'il est un véritable levier de changement et donc je pense qu'il convient de continuer cette mobilisation autour de ce bel objet et non pas d'en faire une fin en soi, mais d'en faire vraiment un élément qui changera le regard que nous portons sur le travail, sur sa capacité, la capacité qu'a chacun, à travers son activité de travail, de développer ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes, ce qui n'est pas tout à fait, malheureusement, encore dans nos mœurs en France. Voilà, donc s'il y a un peu d'espace encore pour quelques questions, bien évidemment, je suis prêt à y répondre. Je vous remercie. Donc il y a bien évidemment un espace pour quelques questions. Donc il doit y avoir 2-3 micros qui sont à disposition. Donc qui se lance pour à la fois poser une question, peut-être une réaction aussi à cette présentation de M. Merle. Non, personne ne souhaite effectivement intervenir. Alors, bon, peut-être quand même voir sur cette question justement des perspectives, c'est-à-dire effectivement retrousser les manches un peu comme vous le disiez tout à l'heure, avoir un objectif avec toutes les limites qu'on évoquait. Comment justement peut-être avec l'ensemble des acteurs, État, région, les certificateurs, arriver peut-être à impulser cette dynamique au niveau des différents partenaires. Il me semble que si on veut continuer à développer le dispositif, il y a deux voies qui sont importantes. Je ne dis pas que c'est les seules. Hein. Je pense que la mobilisation des acteurs au niveau territorial que j'évoquais reste essentielle. Ça, c'est un peu le fond de tableau. Il faut continuer comme ça. Mais essayons de tracer deux pistes, je dirais, assez opérationnelles. La première, c'est que l'AVE se développera d'autant plus qu'elle s'inscrira dans un cadre collectif. Ça reste un droit individuel. Ça a été construit comme un droit individuel et ça doit le rester. La loi dit quasi explicitement qu'on ne peut pas vous prescrire d'aller en VAE. Va faire valider tes acquis. Et oui, qu'est-ce qui va se passer si je les ai pas? On va me licencier? Bon, non, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, se sont emparées de ce droit justement comme un droit individuel, en disant, mais à la limite, je n'en parle pas à mon employeur. Je vais faire valider mes acquis, puis après ça, je reviens en disant, regardez, on m'a quand même attesté des choses. Et donc, essayant de faire reconnaître, en quelque sorte, de donner valeur à cette reconnaissance par la VAE à l'intérieur de sa propre entreprise. Mais au fond, ça ne marche jamais aussi bien que quand la personne est encouragée, incitée à y aller dans un cadre collectif. D'abord parce que vous savez qu'il y a pas mal d'abandons en cours de route. Je l'ai dit tout à l'heure en passant, c'est exigeant. Parfois, des personnes passent jusqu'à 200, 250 heures, non pas dans un dialogue avec un accompagnateur, ce serait évidemment un peu long, mais 250 heures, parfois devant leur ordinateur, tout simplement à construire leur dossier. Pour un certain nombre de personnes, notamment dans le secteur sanitaire et social, l'exercice qui consiste tout simplement à écrire son dossier est un exercice difficile. Bon. Du coup, il y a des abandons en cours de route, où il y a des gens qui obtiennent une validation partielle et puis qui après ne font pas toujours l'effort nécessaire pour compléter leur formation, pour élargir leur expérience et aller jusqu'à l'obtention du diplôme total. Ce qui est très frappant, je ne sais pas si on le constatera à travers l'enquête qui nous sera présentée tout à l'heure, mais c'est qu'on va d'autant plus facilement jusqu'au bout qu'on est en quelque sorte soutenu. Alors il y a des questions de qualité de l'accompagnement, mais il y a aussi le fait qu'un milieu professionnel, voire un milieu personnel, familial, encourage la personne à y aller. Si au bout, après l'obtention du diplôme, vous avez aussi une certaine garantie que l'obtention de ce diplôme va vous permettre de rebondir dans votre parcours, là encore, c'est une incitation très très forte à y aller. Du même coup, c'est vrai que le fait que
à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'une branche professionnelle, on encourage la validation des acquis de l'expérience. C'est important. C'est important pour la réussite des candidats. C'est important aussi parce que c'est une occasion de revisiter les diplômes en tant que repère collectif. La semaine dernière, j'étais invité par la branche des travaux publics qui a développé une bonne dizaine de certificats de qualification professionnelle. Et justement, ils m'avaient demandé de parler de la validation des acquis d'expérience. Et ils ont essayé de construire un certain nombre de certificats de qualification professionnelle comme des jalons dans des parcours de progression professionnelle. Nous évoquions cette question, cette double question. Est-ce que les CQP sont des alternatives aux diplômes ou est-ce que c'est au contraire une manière de jalonner les parcours qui inclut les diplômes? Et est-ce que la délivrance de CQP, l'encouragement à aller vers un CQP, ça se fait strictement à titre individuel, est-ce que ça va être encouragé par les entreprises? Sur les deux questions, les réponses ont été assez claires. Sur la première, l'idée est bien que les certificats de qualification professionnelle soient autant de gages, de signes de reconnaissance qui permettent d'aller petit à petit vers ces grands repères collectifs que sont les diplômes construits collectivement avec l'Éducation nationale ou avec d'autres certificateurs, je pense en particulier au ministère du Travail. Et sur le deuxième point, la réponse était tout à fait claire aussi. Au fond, l'incitation que la branche veut faire vis-à-vis de ces entreprises, c'est de leur dire à vous de développer des situations qui soient des situations apprenantes, à vous de faire en sorte qu'il y ait une certaine traçabilité des compétences acquises, des situations vécues, etc., de telle sorte que l'accès à un CQP soit facilité. Donc ça, je pense qu'il faut absolument continuer à le développer. C'est forcément long. J'ai vu des entreprises qui s'intéressaient à la VAE et qui ont mis plus de 2 ans avant de s'engager véritablement dans un dispositif. Ne serait-ce par exemple que parce que ça suppose une réflexion sur quelles sont les catégories de salariés qui sont les plus pertinentes, les plus directement concernées. Je prends par exemple un groupe comme le groupe Elior, qui est dans le secteur de la restauration collective et de l'hôtellerie. Elior a longuement réfléchi parce qu'elle trouvait que le dispositif était intéressant. Et finalement, ils l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des emplois, je vais les qualifier simplement, parfois c'est des dénominations différentes selon les sous-secteurs, mais d'adjoints d'exploitation. Et la tentation était très forte de faire venir des gens de l'extérieur déjà diplômés pour occuper ces postes-là. Alors qu'en réalité, ils auraient eu tout intérêt à faire monter en compétence des gens qui connaissaient bien les métiers à la base et qui avaient des aptitudes, des capacités pour exercer ces fonctions-là. Alors, une solution aurait consisté à les envoyer se former pendant 1 an et demi, puis qu'ils reviennent diplômés et qu'on les mette à ce moment-là dans les postes en question. En fait, Elior s'est servi du dispositif de validation des acquis de l'expérience pour proposer à ceux qui le souhaitaient un parcours de progression en reconnaissant d'abord ce qu'ils avaient acquis en situation de travail, toutes les connaissances qu'ils avaient accumulées au cours de parcours parfois tout à fait riches. Mais il a fallu tester le dispositif, convaincre des patrons d'exploitation et les réseaux RH, etc. Ça a mis très longtemps. Et puis une fois que la pompe a été amorcée, je dirais que de manière assez naturelle, maintenant le dispositif est en quelque sorte rentré dans les mœurs d'une entreprise comme Elior. Je pourrais dire la même chose pour une entreprise comme Métro, par exemple, qui est une entreprise qui distribue du matériel, là aussi dans le secteur de la restauration. J'ai évoqué les transports collectifs. Bref, tout ça ne va pas de soi dans une entreprise parce que ça bouscule là aussi bien des habitudes, mais quand on commence à le faire, on y prend goût d'une certaine façon. Donc ça, c'est certainement un levier très important. Il faut non pas simplement rester entre soi, ceux qui s'occupent d'accueil, d'information, d'orientation du public, jeunes et adultes, etc., qui sont a priori des gens convaincus. Il faut aller vers les entreprises, aller vers les branches et leur montrer la pertinence de dispositifs pour tirer les qualifications vers le haut dans une période de crise. Le direct l'a fort bien dit tout à l'heure. C'est extrêmement important que, si j'ose dire, on en profite pour tirer les qualifications vers le haut. L'autre piste qu'il faut creuser, je crois, c'est travailler beaucoup avec les acteurs qui peuvent rendre plus fluide le dispositif de validation des acquis de l'expérience. Au fond, entre les accompagnateurs, ceux qui écrivent les référentiels et les jurys, il y a un travail collectif qui doit se faire pour que le processus devienne fluide. C'est un peu comme des pièces mécaniques qu'il faut roder en quelque sorte. Quand vous mettez autour de la table, à condition qu'ils acceptent d'en prendre le temps, des gens qui ont fait de l'accompagnement, ceux qui écrivent les référentiels du diplôme et ceux qui ont participé à un jury, et quand je dis ceux qui ont participé à un jury, c'est y compris les professionnels qui participent à un jury, ce sont des débats extrêmement intéressants. Parce qu'on revient sur des cas de candidats, et à ce moment-là, on se rend compte que, tiens, sur tel aspect, le référentiel, il n'a pas été écrit clairement.
Donc si le candidat n'a pas fait son dossier comme il fallait, c'est peut-être tout simplement qu'il faut retravailler un peu l'écriture du référentiel. Le jury comprend mieux pourquoi il a été amené à passer à côté de telle ou telle dimension de l'activité professionnelle du candidat qui avait pourtant été très riche. C'est pas facile pour un jury de se construire des catégories de jugement dans un jury VAE. Étant moi-même jury de VAE de temps à autre, je me rends compte. C'est plus facile de corriger des copies, entre nous soit dit. Au début, c'est toujours angoissant de corriger des copies. La première fois, on a le stylo rouge et on dit qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets 11, je lui mets 12 ou je lui mets 8. Bon. Et puis au bout de la 20e ou 25e copie, on s'est construit ces catégories de jugement et on va très vite, parfois même trop vite d'ailleurs. Dans un jury de VAE, tout à coup, on se trouve face à une personne qui vous raconte non pas sa vie, mais son parcours professionnel, la richesse de son parcours. On a un dossier qui est parfois très riche, mais qui évoque des situations professionnelles qu'on ne connaît pas forcément, etc. Donc, se construire ces catégories de jugement, ça prend du temps. Et on le fait d'autant plus aisément qu'on discute avec un accompagnateur. Et qu'on dit, tiens, voilà, là, moi, j'estimais que je ne pouvais pas donner. Oui, mais moi qui ai accompagné, j'ai vu comment la personne avait essayé de traduire ce qu'elle avait appris, etc. Elle n'a pas été tout à fait en capacité de le faire. Mais donc, vous, quels seraient vos critères de jugement en tant que membre du jury, de manière à ce que la prochaine fois, je puisse mieux guider le candidat. Donc, vous voyez, ce rodage se fait petit à petit, et au bout d'un moment, il n'y a pas cette espèce de chicane qui fait que le dossier prend un temps fou, que le jury fait des erreurs de jugement ou d'appréciation, que le candidat a le sentiment qu'il est un peu trimballé. Donc, rendons le dispositif plus fluide, donnons aux gens le sentiment qu'ils ne sont pas dans une sorte de parcours du combattant, mais qu'ils sont dans quelque chose où ils vont être portés dans leur démarche. Plus nous ferons ça, plus ceux qui ont obtenu un diplôme par la voie de la VAE seront des ambassadeurs de la VAE, et on a besoin d'eux, on a besoin de leur témoignage, on en entendra d'ailleurs si j'ai bien compris tout à l'heure, on a besoin de leur témoignage pour convaincre d'autres de s'engager dans ce parcours. Très bien, merci. Toujours pas de questions? Si, je vois une question dans le fond là-bas. On va prendre une seule question, puis on passera après à la présentation de Daniel Sanchez. Merci. Une remarque et une question. Je travaille pour le réseau des FONGECIF, donc il y a un lien de filiation évident entre le congé individuel et la VAE. Et puis les FONGECIF sont des partenaires et au moins les financeurs des parcours, donc c'est relativement important pour nous. Nous aurons 30 ans l'an prochain, les FONGECIF. Et M. Maire l'évoquait, 30-35 000 congés individuels de formation dans l'année, 60 000 demandes, tout ça en 30 ans. Voilà, avec 30 000 VAE, il n'y a pas à rougir de la progression, car c'est un dispositif qui est fondé, comme pour le congé individuel, sur l'initiative individuelle. Il y a besoin, pour que ça fonctionne, que les personnes prennent en main leur démarche. Et ce n'est pas forcément une posture commune dans la société. Donc, à titre personnel, je trouve que 30 000 VAE réalisés et validés complètement, c'est pas un mauvais résultat. C'est le même à peu près pour les FONGECIF. La deuxième, et ça c'est la première remarque, la question c'est, il me semble qu'il y a une incidence de la VAE qu'on n'évoque pas beaucoup ou pas suffisamment à mon goût, c'est l'incidence sur la pédagogie. À savoir que probablement que la VAE a amené à renforcer ce qui devrait être au cœur des questions de pédagogie pour adultes, à savoir comment on arrive à prendre en compte les acquis de l'expérience dans les parcours de formation. Et donc derrière, la question qui vient après, c'est est-ce qu'il peut y avoir individualisation des parcours de formation? La VAE, quand elle n'aboutit pas à une validation complète, laisse la possibilité de compléter le parcours. Pour autant, les centres de formation ne sont pas toujours en mesure d'apporter juste le complément de formation. Et est-ce que, M. Merle, vous avez des remarques ou des observations sur cette question-là? Oui, merci de cette question. Puis en plus, c'est l'occasion de souligner le rôle que les FONGECIF ont joué et jouent de plus en plus dans le déploiement de la validation des acquis de l'expérience. Ils sont d'ailleurs dans certaines régions les supports institutionnels des points relais conseils. C'est le cas par exemple en Aquitaine. C'est eux qui ont organisé les 10 ans de la VAE en Aquitaine. Et de plus en plus, quelqu'un qui demande un congé individuel de formation se voit conseiller, pas systématiquement bien évidemment, mais se voit conseiller peut-être de passer d'abord par une validation des acquis de l'expérience. Et je pense que c'est extrêmement important que ça se passe comme ça. Alors, un mot sur la question de l'individualisation des parcours.
oui, bien évidemment, elle est tout à fait essentielle. Alors, j'en suis d'autant plus convaincu que je suis prof au CNAM et qu'au CNAM, le principe général est celui d'une individualisation des parcours. Nous avons des enseignements qui sont découpés en unités d'enseignement et où on construit son parcours un peu comme on construit en quelque sorte un jeu de Lego. Hein. Bon. D'autant plus aisément que souvent les cours ont lieu en cours du soir, donc on peut suivre 2 unités d'enseignement une année, une autre unité d'enseignement l'année suivante. Et ça fonctionne à tel point que nous avons à peu près, si ma mémoire est bonne, la moitié des candidats à la VAE au CNAM qui en fait sont des candidats à une validation partielle. C'est-à-dire qu'en fait ils disent mais moi là-dessus j'ai très envie de suivre le cours parce que j'ai tout à fait conscience que j'ai besoin d'apports de connaissances nouvelles. Mais sur tel autre aspect, non, là franchement je pense que je peux me faire valider mes acquis. Donc on a beaucoup de demandes partielles. Et quand on a des demandes totales et que les gens n'obtiennent pas tout, ben évidemment, assez logiquement, ils vont se diriger vers les enseignements qui ont en rapport avec les aptitudes et compétences qu'on ne leur a pas immédiatement reconnues. Alors, ça n'est pas simple pour les organismes de formation. C'est très clair. Le CNAM est construit comme ça parce que son modèle par excellence, c'est le cours du soir. Mais il y a peut-être d'autres organismes pour lesquels c'est difficile. J'ai discuté de ça récemment avec les gens de l'AFPA et notamment avec Yves Barroux, le nouveau président de l'AFPA. La question se pose. Est-ce que dans l'effort de refondation de l'AFPA doit faire plus ou moins de VAE? Bon. Mais en réalité, c'est une mauvaise manière de poser la question. C'est est-ce que l'AFPA inscrit, si j'ose dire, dans ses gènes, dans la construction même de son offre de formation, une possibilité d'individualisation, et si elle l'inscrit plus, alors à ce moment-là, déployer la VAE aura d'autant plus de sens. La VAE n'est pas quelque chose qu'il faudrait poser à côté du montage des stages de formation. Ça doit être inscrit au cœur même de la culture de l'AFPA. Or, historiquement, on le sait, l'AFPA s'est pas tout à fait construite sur ce modèle-là, elle s'est construite sur le modèle du parcours homogène débouchant sur un titre du ministère du Travail, et souvent avec une grosse difficulté d'arriver à modulariser et du coup à individualiser les parcours. Donc, merci de cette question parce qu'elle permet de compléter mon propos sur la façon d'accélérer un peu le processus à propos de la VAE. C'est vrai que si les organismes font un effort dans ce sens-là, je crois que ça incitera aussi les candidats à aller vers la VAE. Puis, dernière remarque à propos de votre question, vous dites que ça change quelque chose dans la pédagogie. Pas simplement à travers l'individualisation. Quelque part, c'est le rapport au processus d'apprentissage qui change. Hein. D'ailleurs, quand on me dit, mais au fond, vous voyez bien, tout ça marche qu'à un cas, est-ce que ça va pas finir par s'essouffler? Est-ce qu'une fois qu'on aura soufflé les bougies des 10 ans, on va pas voir la flamme s'éteindre complètement avec la dernière des 10 bougies, etc. Non, je ne crois pas du tout, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça change des représentations. Il en est exactement de même pour l'alternance. Souvenons-nous qu'il y a une trentaine d'années, l'alternance, en l'occurrence à l'époque essentiellement l'apprentissage, a failli disparaître du paysage institutionnel français. Ça ne devait plus exister que pour quelques artisans dans les métiers d'art et dans les métiers de bouche. Bon. La plupart des gouvernements, y compris celui qui est en place en ce moment, nous disent qu'il faut aller vers 500 000 apprentis, les contrats de provisionnisation, c'est une très bonne chose, et qui dirait aujourd'hui que l'alternance n'a pas vocation à occuper une place centrale dans le système éducatif d'abord et ensuite dans le système de la formation continue. Bon. Il aura fallu 30 ans pour que petit à petit, cette petite révolution, parce que c'en était une, trouve toute sa portée. Je pense qu'en ce qui concerne la validation des acquis, dont les fondements du point de vue, j'allais dire, méthodologique, théorique, politique et philosophique sont les mêmes que l'alternance. Hein. Reconnaître une valeur aux apprentissages qui se sont faits en situation de travail, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition, mais c'est les mêmes fondements. Hein. Et donc, ça travaille le corps social français, c'est bien pour ça que c'est un levier de changement, mais c'est pour ça aussi que c'est si difficile il suffit pas de taper dans les mains, c'est pour ça que c'est si difficile de faire en sorte que la validation des acquis prenne vraiment toute l'ampleur qu'elle devrait prendre. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, merci pour cette intervention. Très rapide la question, Dominique, alors, parce qu'effectivement, qu'on ne perde pas trop de... Je m'appuie ici, moi. C'est formidable. Oui, je voulais juste faire un petit complément concernant l'individualisation des parcours. Je pense qu'on est un petit peu bloqué par un système aujourd'hui où nous, Éducation nationale, donc Dominique Trèves, je suis conseiller en formation continue, réseau des Greta, on s'engage avec le FONGECIF sur une validation totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la logique où, comme vous, au CNAM, on peut dire « Ah, on voit que cette dame n'a pas pratiqué l'informatique pendant ces 10 dernières années, on ne va pas s'engager sur une VAE, on va lui faire une formation informatique. »
ça serait mal perçu, ça. Ça serait mal perçu, semble-t-il, de la part du financeur qui souhaite qu'on fasse la VAE en entier et qu'après on propose une formation complémentaire. Alors effectivement, une piste de travail serait peut-être d'associer, lors d'un diagnostic comme vous le faites au CNAM, on sait très bien ce qui peut bloquer chez les personnes, des fois, pour obtenir le diplôme. Hein, dès le départ, prévoir un parcours qui mêle formation et VAE. Voilà. Oui, je pense qu'on y viendra petit à petit, c'est-à-dire que avec notre esprit très cartésien, nous avons, au moment de l'adoption de la loi, découpé les choses en deux univers. Il y a l'univers de ceux qui suivent la formation, puis l'univers de ceux qui font de la VAE. S'ils font de la VAE, ils ne font pas de formation. Si on fait de la formation, on ne fait pas de VAE. Bon, petit à petit, on va découvrir qu'en réalité, c'est souvent des parcours, j'allais dire, mixtes, qui sont les plus pertinents. Alors, le CNAM en est un bon exemple. C'est vrai que les logiques de financement, c'est un peu sous-jacent dans votre propos, me semble-t-il, ne facilitent pas toujours la chose, mais regardez l'accord que j'ai évoqué à propos de VAE et environnement. Qu'est-ce qu'il disait? On soutiendra le candidat dans sa VAE, mais quelque part, s'il ne va pas jusqu'au bout, on acceptera de le former. Bon, je pense qu'effectivement, pour un certain nombre d'adultes, et en particulier les adultes de faible niveau, même s'ils ont des choses à valider, incontestablement, et si c'est bon qu'ils valident ce sur quoi ils ont appris, notamment à travers des situations de travail complexes, etc., ils ont aussi des lacunes évidentes dans certains domaines, et à la limite, dans la construction d'un parcours, quand on est amené à conseiller ces personnes, pourquoi pas ne pas leur dire tout de suite, sur tel et tel plan, à la limite, n'essayez même pas de valider, mais essayez de valider le reste. Et là, c'est vrai que si vous pouvez suivre une formation, de toute façon, ça vous sera utile. Une fois de plus, ce n'est pas la VAE contre la formation, ni la formation contre la VAE. Donc, apprenons à construire des parcours mixtes de ce type. Mais le cloisonnement entre les financeurs, les règles de financement, etc., sont telles aujourd'hui que soit on est dans la case VAE, soit on est dans la case formation. Alors, des autres cas, par exemple, sont en train de réfléchir à ça, de montrer comment, pour une population de salariés en particulier, on pourra avoir des dispositifs de financement sur les fonds mutualisés qui permettent justement des parcours